Salut à toutes et à tous, vous regardez un nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du Média, mais aussi sur notre site lemediatv.fr, sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. On se lance dans l'émission là tout de suite comme ça ? Bah par le préambule. Voilà, les traditions comme sont sauves. Maintenant j'en sors expressément pour toi, pour te faire plaisir. J'aime les préambules, monsieur Guichard. Tous les préambules. Alors on va partir cette fois-ci sur TPMP, puisque la semaine dernière, donc touche pas mon poste, Cyril Hanouna, la fermeture de C8, ce qui a marqué l'actualité, évidemment, je ne vais pas y revenir, vous en avez tous entendu parler, toutes et tous entendu parler, mais j'avais la semaine dernière expliqué qu'en fait c'était bien Bolloré qui avait fermé C8 et qui pouvait très bien basculer sur YouTube, comme nous le faisons, ou alors négocier avec les box. Et bien c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc après leur chouinasserie pendant des jours et des jours, c'était l'enterrement de première classe, avec des tables rondes à ne plus savoir qu'en faire, bah regardez, en fait, on le retrouve quasiment plus facilement maintenant, TPMP, qu'avant. Donc, ils ont évidemment maintenu la poule aux œufs d'or. Ils ont licencié tous les pauvres R, toutes les secrétaires, les maquilleuses et ainsi de suite. Ceux-là ont été dégagés, les journalistes ont été dégagés. Mais ils ont conservé, évidemment, Hanouna et son équipe, ce qui était tout à fait prévisible. Et c'est ce qu'a fait de manière assez hypocrite, je trouve, Bolloré. L'autre préambule va aller... Alors, c'est une forme d'alerte, puisque j'ai vu passer à plusieurs reprises, notamment au moment où il y a eu cette fameuse sortie d'Apathy. Jean-Michel Apathy qui avait comparé l'Algérie, la colonisation de l'Algérie, à une forme aboutie qui pourrait faire penser légèrement avant, quelques décennies avant, à ce qu'ont fait les nazis, notamment à Oradour-sur-Glane. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est un observatoire qui s'appelle l'OGIM, OJIM, alors vous allez le voir à l'écran. Je vous demande vraiment de faire très attention quand vous voyez ça, parce que ça a la couleur vraiment du véritable observatoire des journalistes, du journalisme français. Mais en fait, ils font des fiches. Alors, ça a été créé par Le Gallou. Alors, Le Gallou, pour les plus jeunes, ils ne se rappellent pas, mais c'est un ancien député européen FN. Jean-Yves Le Gallou. Oui. Et qui est passé ensuite avec armes et bagages dans un autre mouvement qui trouvait que le FN était trop à gauche, qui s'appelait le MNR. Et donc ce Le Gallou et son organisme font des fiches, mais comme à la belle époque, comme à la belle époque de la rue Lauriston, ils font des fiches sur les journalistes avec que des bobards. Ils ne visent évidemment pratiquement que des journalistes dits de gauche ou islamo-gauchistes, et puis des journalistes aussi avec un autre profil que je ne vous laisse pas... Je ne vous laisse pas regarder parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Sachez que c'est à prohiber. L'OGIM est une officine d'extrême droite qui n'a rien à voir avec un renseignement du type Wikipédia sur les journalistes, ce qui serait tout à fait normal et tout à fait louable. Et c'est parti pour les tops. Oui, alors mon premier top, le top d'or, toutes les semaines on innove pour vous quand même. Le top d'or, le premier top d'or va aller à Rachel Kahn à propos. Alors elle va s'exprimer sur Rima Hassan, on va revenir sur Rima Hassan juste après, mais donc Rima Hassan a aussi défrayé. Alors là, c'est même pas la chronique médiatique, c'est qu'elle a défrayé à la fois le monde médiatique, mais aussi le monde politique. On a demandé sa tête suite à une interview chez Bourdin, mais je vous le dis, on va y revenir. Et regardez comment notre essayiste préféré, notre plagiaire préféré Rachel Kahn va analyser la manière dont s'exprime et le rapport qu'a Rima Hassan à la vérité et au réel. Bon, donc puisqu'il est soigné, ça va. Il peut être gardé en prison, nous dit Rima Hassan, Rachel. Vous avez remarqué que sur tous les sujets, les Bibas, les OQTF, Boaleb Sansal, elle remet en cause la vérité, le réel. Elle est en guerre contre la vérité et le réel. Et par ailleurs, sur Boaleb Sansal, elle a le devoir, en tant que représentante des citoyens français, de protéger notre concitoyen Sansal. Et elle ne le fait pas, elle l'enfonce. Mais non, elle a voté contre sa libération au Parlement européen. Comment Rachel Kahn, vous vous rappelez ces histoires de sourates et de versets du Coran, les versets sataniques qui appelaient à la destruction d'Israël X centaines d'années, X siècles avant qu'Israël n'existe. Il avait été démontré qu'elle avait menti, qu'elle avait travesti évidemment la réalité, et elle ose parler du rapport de Rima Hassan à la vérité au réel. C'est complètement hallucinant. Il s'autorise absolument tout. Dans le même genre, on a une semaine très très riche. Dans le même genre, il y a encore un top d'or, et là il va à Georges Fenech, qui va... Donc c'est un ancien
ancien magistrat, un ancien élu RPR, et il va réussir, c'est un exploit, c'est pour ça que je le mets en top d'or, il va réussir à pratiquement, parce que je ne suis pas dupe, mais il va pratiquement réussir à choquer Pascal Praud avec une comparaison excessivement hâtive. Je vous laisse l'écouter. En 2015, l'obscurantisme islamiste est venu faire taire un journal avec des kalachnikovs. Aujourd'hui, on est venu faire taire et fermer une chaîne par une décision juridique. Mais on ne va pas comparer. Non, mais on ne va pas comparer. Non, moi je retiens pas votre comparaison. Eh bien, moi je le dis. Il y a des gens qui sont morts. Je le dis. Je le dis. Non, mais il y a une mort physique. Oui, mais... Et il y a une mort cathodique. Il fallait quand même oser comparer la mort cathodique d'une chaîne comme C8 de télépoubelle avec la mort physique de nos confrères et consoeurs de Charlie Hebdo. Il l'a fait, il l'a osé, et c'est à ça, évidemment, qu'on le reconnaît. Alors, on a un problème, Mourad Guichard. Tu as créé une rubrique dans la rubrique de la rubrique qui s'appelle Top Délire. Eh oui, mais c'est toujours l'innovation. Il faut vraiment recherche et La développement, disruption. innovation, la disruption. C'est un peu macroniste quand même, hein. Ça se voit si peu. Pourquoi Top Délire? Parce que je peux me tromper, je ne suis pas géopolitologue, je ne connais pas le dessous des cartes, c'est pas mon domaine de prédilection, mais il y en a un qui apparemment s'est lancé là-dedans, qui s'appelle Michel Yakovlev, qui est ancien vice-chef d'état-major à l'OTAN. C'est quand même pas mal, hein, il a un beau pédigré. Et là, sur le plateau, il va essayer d'expliquer les liens qui unissent Trump à Poutine, et il va légèrement sidérer les personnes présentes en plateau qui ne s'attendaient sûrement pas à ce qu'il leur raconte que Trump est potentiellement un agent du KGB. Je vous laisse écouter. Pourquoi est-ce que Donald Trump et son cabinet font prennent ce type de position? Moi, j'ai une théorie personnelle qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin un agent de Poutine. Vous y croyez vraiment, sérieusement? Alors, qu'il le soit vraiment, qu'il soit tenu par Poutine et tout, je ne sais pas, mais qu'il soit convaincu, qu'il soit stockholmisé, si vous voulez, que le cerveau de Poutine contrôle le cerveau de Trump, ça, c'est... Il a été travaillé par les services secrets. On juge un arbre à ses fruits. Pas forcément. Ils ont joué sur son ego. Ils l'ont recruté sur son ego. C'est la... Quand vous dites ils l'ont recruté, vous voulez dire ils l'ont convaincu. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. Il faut bien voir que Poutine était un recruteur de formation au KGB. Ils étaient recrutés. Là, on parle d'un président américain élu. C'est-à-dire comment ils ont fait pour travailler Donald Trump? Ils l'ont recruté avant. Alors, est-ce qu'ils l'ont recruté au sens il est payé, il a un nom de code? Alors, il y a des informations qui disent qu'il avait un nom de code qui est Krasnov, comme retourné. Mais même s'il n'est pas agent retourné au sens, entre guillemets, juridique du terme, c'est juste un convaincu, c'est ce que Lénine appelait les idiots utiles. Alors lui, il est très idiot et il est très utile. Au moins, ça aurait fait un bel épisode de James Bond. Ah bah oui, non, mais là, il va très très loin. Alors l'histoire nous dira, hein, peut-être qu'il a raison. Honnêtement, je ne le sais pas. Mais j'ai trouvé que ça avait l'effet d'une bombe, et c'est assez rare qu'on sorte ce genre de choses, surtout pour des gens de son rang, avec son CV assez impressionnant. Alors là, on va vers un vrai top, parce que... entre tes tops d'or et tes tops délire, c'était des flops déguisés. Oui, le top délire, c'est un hommage à une chanson à la con des années 80, enfin 90. Là, c'est un vrai top. Il va à notre confrère Francis Letellier. Je l'aime bien, ce journaliste-là de France Télévisions. Il va raconter... Alors, j'aime beaucoup la manière dont il va le faire, vous allez voir. Il va raconter comment Aurore Berger, donc celle qui... Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai vu que cette semaine, elle allait lutter contre le racolage. Quand on connaît son parcours politique, ça m'avait fait un tout petit peu sourire. Je ferme la parenthèse. Elle avait, Aurore Berger, donc je dis ça parce qu'elle a... Il y a une série de photos qui tournent assez régulièrement, où on la voit un coup avec Juppé, un coup avec ça. Enfin voilà, elle mange dans toutes les gamelles. Ce qui pourrait s'apparenter à une forme, voilà, politiquement évidemment, de racolage. Je ferme la deuxième parenthèse de la troisième parenthèse et ainsi de suite. François Letellier raconter comment Aurore Berger va aller encore plus loin dans son obsession. C'est quoi son obsession depuis qu'elle se fait trimballer notamment par le lobbyiste Elnet en Israël pour vanter la politique de Netanyahou? Ça commence à lui monter un tout petit peu la tête, et donc elle va dans cette obsession de taxer en gros pour aller vite tous les gens qui sont antisionistes, d'antisémites, hein, c'est ce qu'elle veut. Elle veut même que ça soit inscrit dans la loi. Donc elle avance encore un peu plus loin dans son délire, sachant que
ça signifierait, je l'avais déjà expliqué ici, mais ça signifierait que la plupart de mes amis de confession et de culture juive de gauche qui sont anti-sionistes seraient donc taxés eux-mêmes, alors qu'ils sont juifs, d'antisémites. Enfin, c'est complètement délirant. Et donc, il ne va pas lâcher le morceau face à elle, et en plus, il va le faire avec le sourire. Vraiment, j'ai apprécié ce petit moment de télévision. Je vous laisse regarder. Oui, vous avez relancé, on l'a dit, les assises de lutte contre l'antisémitisme qui vont se conclure en avril. Vous estimez que l'antisionisme est une nouvelle forme de l'antisémitisme. Alors on va définir, l'antisionisme, c'est la négation de l'État d'Israël. Exactement. Ça pourrait être inscrit dans la loi, donc. Alors moi, j'ai lancé justement ces travaux avec les professionnels du monde de la justice, puisque nous avons des professeurs de droit public, nous avons des magistrats, nous avons des avocats qui doivent y travailler. Mais je pense qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, derrière l'antisémitisme, il y a l'islamisme. Et ça se ressent et ça se voit. Ça se voit sur des campus, ça se voit dans une université. Là, c'est une étape de plus. Parce qu'avant, vous disiez... c'est très lié, antisionisme et maintenant, vous dites qu'il y a l'islamisme. Vous voyez bien, aujourd'hui... Vous êtes bien d'accord que là, vous êtes sur une étape supplémentaire. Je ne sais pas si c'est une étape supplémentaire. Je pense vous n'aviez jamais dit ça jusqu'à maintenant, vous avez dit derrière... Il faut être très clairvoyant, encore une fois, sur d'où viennent les attaques. Vous avez dit jusqu'à maintenant, l'antisémitisme derrière, il y a l'antisionisme, mais vous n'aviez pas dit il y a l'islamisme. Mais moi, je vous le dis et je vous l'affirme très clairement, parce que c'est malheureusement ce que subissent beaucoup trop de nos compatriotes juifs. C'est une guerre des religions que vous êtes en train de décrire. Non, l'islamisme, c'est pas une religion. C'est une guerre de quoi? Non, l'islamisme, c'est pas une religion. L'islam est une religion que je respecte. Et les musulmans, et nos compatriotes français, je les respecte tout autant que tous les autres. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans les combats d'ailleurs à mener contre toutes les formes de discrimination. Et on passe au flop. On commence par un prof de philo. Oui, alors c'est marrant parce que quand vous voyez marqué prof de philo... Respect tout de suite. Non, alors pour moi c'est l'inverse parce que c'est par expérience. Dès qu'on voit professeur de philosophie de plateau télé, maintenant il y a une méfiance automatiquement, il y a des lumières qui s'allument et donc c'est pas que je me trompe moi, rarement sur ça, mais là à chaque fois l'histoire en gros donne raison à ce principe qu'à partir du moment où vous êtes professeur de philosophie ou philosophe de plateau télé, il va se passer quelque chose de pas normal. C'est valable avec BHL, c'est valable avec Enthoven, et là donc Jean-Loup Bonamy, je le connaissais pas, il va être très content de sa sortie, de ces sorties qui sont tout simplement du racisme décomplexé. Ça se passe évidemment dans les grandes gueules d'RMC. Je vous laisse écouter. J'entends souvent dire, les experts en géopolitique, que Vladimir Poutine est assez populaire auprès des pays musulmans. En fait, c'est faux puisque l'Angleterre le déteste. Tu vois, l'Angleterre, qui de toute évidence semble être devenue une puissance musulmane, la République l'Anglistan, le Royaume-Uni du Londonistan. Le Londonistan. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé cette expression du Londonistan. Donc très clairement l'Angleterre, mais la France et la Belgique vont bientôt le rejoindre, donc ne nous effrayons pas de notre retard. Donc voilà, l'Angleterre semble de toute évidence être devenu un pays du Dar al-Islam, c'est-à-dire du monde de l'islam. Bon, voilà, j'en prends acte. Voilà, mais en tout cas, il y a certaines images dans certaines villes de l'Angleterre qui peuvent nous laisser penser cela, ce qui est peut-être, je dis bien peut-être, lié à une immigration mal maîtrisée. Donc c'est juste une espèce de délit de faciès du maire de Londres, qui a un nom d'origine, alors je crois que c'est pakistanaise ou indienne, mais enfin qui est bien basané. Et donc rien que là-dessus, il va estimer qu'il va y avoir un grand remplacement, une invasion. Enfin bon, s'il part sur un délire zémourien, et je trouve ça avec en plus des mots à consonance du type Afghanistan et ainsi de suite. Je trouve ça excessivement grave de pouvoir en rire en plus en plateau. Je trouve ça vraiment minable et condamnable. Alors on poursuit avec Richard Malka. Oui, le fameux avocat printanniste. Donc c'est l'avocat historique de Charlie Hebdo, mais c'est aussi l'avocat de Mila. Mila, la maléfique Mila. Mila qui est partie avec armes et bagages chez Zemmour. Et donc il va, lui, Richard Malka. Alors quand il n'est pas en train de remettre des décorations à Sofia Boko Haram, parce qu'ils se remettent tous des décorations, des machins sur la laïcité, des choses qui n'ont absolument aucun intérêt ou aucune signification réelle, il est chez Aziza, notre ami Frédéric Aziza, Fredo la Maleste, et il va sortir toujours les mêmes éléments de langage. Et là, il va expliquer, avec son petit rictus qui ne quitte jamais, il va expliquer qu'est-ce qui a pu inspirer les frères Kouachi pour perpétrer les attentats, évidemment, les terribles attentats de Charlie Hebdo, notamment en ce mois de janvier 2015. Je vous laisse écouter. Les mots, le verbe est à l'origine de tout. En développant pendant des années plus ou moins fortement, plus ou moins agressivement l'idée que
Charlie Hebdo était islamophobe, raciste, faisait de la stigmatisation, ne faisait que parler des musulmans, eh ben on leur a mis une cible dans le dos. Je vais vous citer une phrase. Je suis sûr que ça va vous revenir. Vous allez voir de qui il s'agit. Quelqu'un a parlé de la ligne beauf raciste de Charlie. C'était en 2012, dans l'Obs. Mais il y en a eu, c'est Pascal Boniface. Pascal Boniface. Il y en a eu tellement d'autres, mais il y en a encore mais depuis il y a quelques mois. Mais je veux dire, pour nos auditeurs, il faut qu'ils sachent, il faut faire tomber les masques et dire que Charlie Hebdo est devenu un journal populiste et non plus libertaire. Il n'y a rien de courageux à taper sur les musulmans en France à notre époque. Voilà. 10 ans après le massacre de Charlie... Alors jamais... On y est toujours ou pas? Jamais Charlie n'a tapé sur les musulmans. Ouais. Charlie a passé sa vie à être de toutes les manifestations, de toutes les pétitions, demandant l'interdiction du Front National, étant aux côtés des intellectuels algériens pendant la décennie noire, faisant du bénévolat pour toutes les associations antiracistes. Bien plus que ceux qui nous donnent des leçons. Daniel Obono aussi à l'époque, puisque... Énormément. Elle avait tapé à la limite, je ne veux même plus reparler de ça. Ceux-là, j'en ai parlé. Mais il y a des nouveaux. C'est-à-dire tous les ans, il y en a des nouveaux. Naturellement, on sait tous que les Kouachi sont abonnés au Nouvel Obs, naturellement, et qui lisent évidemment toutes les tribunes, notamment de Pascal Boniface, et tout ce qu'a pu dire ou écrire Daniel Obono. Je trouve ça très grave parce que ça fait porter sur des gens nommément cités des responsabilités absolument dramatiques, alors qu'il est absolument pas prouvable, ni prouvé, que évidemment il y ait ce genre d'inspiration. Et je précise que sur d'autres terroristes, notamment d'extrême droite, on a la preuve, puisqu'ils l'ont écrit, qui se sont inspirés effectivement de penseurs, d'écrivains d'extrême droite occidentale, voire de l'extrême droite française. Donc voilà, Malka, ce serait bien de lever un peu le pied sur ce genre d'accusation, parce qu'à un moment donné, je pense que, et si j'étais à la place des personnes accusées, je ne sais pas si je n'irais pas en justice pour laver mon intégrité et mon... Poursuit avec... Alexis Lévrier, oui, le fameux historien des médias qui est très capé et qui a eu quelques problèmes, justement, un backlash réel sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a osé émettre un avis sur la fermeture de C8 notamment, et que ça n'a pas plu à la bande organisée de Bololand. Et donc ils vont faire comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois, notamment avec un ancien directeur de France 3 Centre Val-de-Loire. Ils avaient balancé son nom en pâture. Et vous voyez, la technique, c'est pas ici aussi on donne des noms. On pourrait très bien m'accuser de jeter. C'est pas ça. Là, on argumente, on compte sur votre intelligence, on vous montre des images. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Là, ils vont répéter le nom. Et parmi la fachosphère, quand on répète le nom, c'est quasiment un signal. Ça veut dire allez-y, lâchez-vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc Alexis Lévrier, à qui j'apporte mon total soutien, Alexis Lévrier s'est retrouvé évidemment à être harcelé en meute par ces gens qui ne comprennent rien au fonctionnement des médias. Alors a fortiori un historien des médias. D'ailleurs, même sur le plateau, je crois qu'ils font semblant, mais de ne pas le connaître. Les gars, essayez de faire un peu votre job, parce que ne pas connaître Alexis Lévrier, c'est un petit peu gênant quand on se dit journaliste. Alexis Lévrier, il est... comment ? Sociologue des médias, non ? Sociologue des médias. Personne ne le connaît, pardonnez-moi, Jean-Sébastien, à part vous. Il est historien des médias, maître de conférence de Reims. En toute logique, le régime de sanctions appliqué à C8 aurait dû s'appliquer également à CNews, mais l'autorité a probablement considéré que les sanctions étaient plus récentes et les amendes moins élevées que pour C8. Et enfin, et je trouve ça aussi d'une virulence absolue, aujourd'hui, Julien Drey est l'une des dernières figures de gauche du premier plan qui continue d'avoir son roue de serviette sur CNews, tout simplement parce que Julien Drey passe son temps à traquer les ambiguïtés de la gauche sur les condamnations de l'antisémitisme. Non mais j'y crois pas, mais c'est hallucinant ce qu'il dit. Mais ça, c'est gravissime, ce que je viens de dire. Mais bien sûr, il ne voit pas que la défense par CNews d'Israël est purement opportuniste et ne vise qu'un but, cibler les musulmans qui sont devenus les nouveaux ennemis de l'intérieur. Alors on a déjà parlé de Jean-Michel Apathy, des comparaisons qu'il a pu faire avec entre les massacres, notamment lors de la pénétration coloniale en Algérie, et les événements d'Oradour sur Glane, etc. Et ton dernier flop porte là-dessus. Oui, parce que c'est un sujet qui est assez récurrent, qui revient de manière assez régulière, c'est la légitimité des gens qui interviennent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour expliquer que Apathy a dit des conneries, en gros, c'est un peu leur propos, parce que pour eux, la colonisation, ça n'était que du bienfait. C'est à peu près leur discours. Et donc, ils vont aller chercher la petite-fille d'un rescapé d'Oradour sur Glane. On va l'écouter. Oradour est un exemple
unique, effectivement, c'est un massacre de population civile, le plus important massacre de population civile en France durant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, c'est pas forcément qu'il le compare. Il y a d'autres massacres qui sont, eux, comparables au massacre d'Oradour parce qu'ils se sont déroulés dans le même contexte. Ce qui est choquant, c'est qu'il utilise le terme de nazi, qu'il qualifie l'armée française de nazi. Et il dit quand même que, effectivement, ce sont les nazis qui se sont inspirés de ce que l'armée française a commis en Algérie pour perpétrer des actes tels que le massacre d'Oradour-sur-Glane. Ça, c'est pas entendable. Si vous voulez, c'est qu'il fait des raccourcis historiques qui sont tellement importants qu'il sert la cause révisionniste et la cause négationniste. Dans l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, dans la société fracturée dans laquelle on vit, on ne peut pas permettre à une personne qui a une audience médiatique comme la sienne de pouvoir dire tout et n'importe quoi, même au nom de la liberté d'expression. Alors, avec toute la sympathie que je peux avoir pour elle, quel est son degré d'analyse d'être quoi? Simplement la petite fille d'un rescapé. C'est parce que son grand-père est rescapé d'un massacre qu'elle pourrait, en 2025, aujourd'hui, nous expliquer ce qui s'est passé en 1830 en Algérie. Mais c'est complètement crétin. Alors, je dis pas ça pour elle. Qu'elle s'exprime, elle a le droit. Mais simplement qu'il la fasse venir, que CNews la fasse venir comme un témoin, comme si on faisait venir un historien ou une historienne sur le plateau, je trouve ça complètement bête. C'est d'autant plus bête que, en fait, on peut se dire mécaniquement, les rescapés de son grand-père est un rescapé d'Oradour, forcément elle a quelque chose à dire. Non, elle n'a rien à dire, sauf si elle a un diplôme idoine, sauf si elle a travaillé sur ce dossier, ce qui visiblement n'est pas le cas. Alors on passe au microscope, à notre rubrique au microscope, le plat de consistance de l'œil de Moumou, et tu vas évoquer la polémique Rima Hassan qui nous a occupé pendant de nombreux jours durant la semaine passée, une polémique qui est montée comme ça, un peu partie de nulle part. Alors oui, je mets bien Théo polémique entre guillemets, parce qu'en fait c'est pas vraiment une polémique, pour moi c'est plutôt une vacherie. Parce que la polémique, ça sous-entend qu'il peut y avoir deux points de vue qui s'opposent et ainsi de suite. Là non, il y a quelque chose qui me dépasse complètement. On va voir. Donc on est chez Jean-Jacques Bourdin, donc qui est maintenant sur Sud Radio, et puis il va faire ses fameuses interviews punchy, comme dirait Léa Salamé, musclées, sans concession, enfin voilà. Et il y a tout de suite, très rapidement, ça dure je crois 26 ou 27 minutes, très très vite, on va sentir une très forte tension entre la députée européenne et le journaliste populiste. Je le qualifierais comme ça pour être sympa, et ça se voit notamment à travers ce premier extrait. Je vous laisse regarder. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre, et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus. Et donc ça va monter crescendo. Donc elle insiste sur le fait qu'il l'a relancée à maintes reprises pour qu'elle vienne sur ce plateau. Et donc elle accepte enfin de venir. C'est évidemment pas pour se faire non plus traiter comme elle se fait traiter. Et il va y avoir un point d'orgue avec cette histoire de djihad. C'est-à-dire que parce qu'il a en face de lui une femme, on va dire arabe pour employer un terme générique, musulmane ou pas, il n'en sait rien, mais il va utiliser, puis de gauche, elle cumule quand même beaucoup de défauts au regard de notre ami Bourdin, il va utiliser, vous savez, un peu comme le mot antisémite, qui est un extincteur du débat, là il va utiliser le mot djihad, alors que rien dans le déroulé des échanges ne s'y prêtait.
Rima Hassan, que voulez-vous dire quand vous écrivez « On sacrifiera autant de générations que nécessaire » Moi, j'estime que je suis une génération sacrifiée. Celle de mes parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes grands-parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes arrière-grands-parents a été une génération sacrifiée. Ça fait 4 générations que les réfugiés palestiniens sont apatrides. C'est un appel à quoi? Mais je rêve ou quoi? Moi, je suis pas venue pour ça. Hein. Vous avez insisté 15 fois pour que je vienne à votre micro. Je suis pas venue pour polémiquer sur des fantasmes que vous avez sur les voix pro-palestiniennes. Non, mais que les choses soient bien claires. Non, mais attendez, vous n'allez pas accoler la question du djihad, de l'islamisme ou de je ne sais quoi d'autre à partir du moment où vous avez une arabe qui s'exprime sur le sujet. Alors on poursuit Mourad avec le service public. Et oui, parce que si ça ne se passait que sur Sud Radio, ce ne serait pas problématique. Mais comme à chaque fois, il y a nos amis du service public, en l'occurrence, là nous sommes sur France 5, ils vont vouloir faire mieux que les radios dites de droite, voire d'extrême droite, de Bol-Hollande, comme dirait l'un de nos internautes. Il y a un certain Laurent Sénéchal qui, lui, va donner le la, puisque, et on va voir un montage de Maud Destangal, c'est pas un montage dans le sens où on a découpé, c'est juste une mise en perspective, une mise en abîme, de la manière dont il va présenter les propos de Rima Hassan. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Ultime échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas. Le groupe palestinien a remis cette fois-ci, sans cérémonie choquante comme les dernières fois, les 4 derniers corps, conformément à la première phase de l'accord de cessez-le-feu avec Israël, les dépouilles de 4 hommes, dont le franco-israélien Ohad Yahalomi. C'est une torture de ne plus le voir dans ce monde, après avoir tellement espéré qu'il était encore vivant. Il a défendu sa famille, c'est pour ça qu'il a été blessé, et c'est certainement pour ça qu'il a été tué. Le Hamas a assassiné 3 des 4 otages, d'après Israël. La 4e dépouille est celle de Shlomo Mansour, 85 ans. Il est mort dès l'attaque du 7 octobre 2023. En échange de ces corps, Israël a libéré 643 prisonniers palestiniens. C'est le dernier échange de la première phase. Il faut maintenant négocier la suite. Il reste 58 Israéliens toujours retenus à Gaza, dont 24 sont présumés vivants, surtout des jeunes hommes. Les Israéliens sont fébriles sur les suites des négociations avec le Hamas. L'armée israélienne a rendu en tout cas tout à l'heure ses conclusions sur ce qu'elle qualifie elle-même d'un échec total, l'attaque du 7 octobre 2023, qui s'est faite en 3 vagues et a impliqué en tout 5000 terroristes, d'après Israël, qui ont fait autour de 1200 morts, dont 50 Français. Le mode opératoire du Hamas a été ce matin justifié par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime. Par contre, ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifient tout. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Voilà, il finit quand même par nuancer ses propos, Rima Hassan, mais il provoque une nuée de réactions outrées. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, annonce un signalement au procureur. La députée Horizon, Naïma Moutchou, qui est proche d'Édouard Philippe, se dit absolument sidérée. Jérôme Guedj, à gauche, dénonce des propos abjects. Donc, il va expliquer dans un premier temps qu'elle a défendu l'action du Hamas, l'action terroriste du Hamas du 7 octobre. Et ensuite, il va dire, mais finalement, elle va nuancer. Mais pas du tout. Moi qui ai vu à plusieurs reprises l'intégralité, d'abord, c'est pas découpé comme ça l'a été sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est pas dans cet ordre-là. Donc, ils ont tout fait, ils ont fait un montage pour justifier qu'elle soutenait le terrorisme, pour aller vite, parce que c'est le résumé quand même, et qu'après, elle va nuancer. Elle ne nuance pas après. C'est un même et simple discours qui est fait en gros, je vous invite à aller voir l'intégralité, c'est fait en 2 parties. La première partie où elle explique que chaque peuple colonisé, c'est ce que dit le droit international, a le droit à des actes de résistance, mais elle le dit aussitôt que c'est encadré et que, par exemple, il est interdit, évidemment, au regard du droit international, de prendre des civils en otage. Mais elle le dit très clairement. Donc, en quoi elle soutiendrait l'action du 7 octobre ? Je ne piche pas. Là, c'est du bidonnage d'informations. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que le fameux Laurent Sénéchal, je suis allé voir son compte Twitter, où il poste régulièrement, mais comme je le fais moi, il poste ses chroniques, et là, celle-ci n'apparaît pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est un aveu ? Est-ce qu'il y aura des excuses à venir ? Je vous le dirai évidemment la semaine prochaine si ça se produit. Alors, ce qui s'est passé,
Ensuite, il y a eu un emballement. Alors l'emballement, c'est des ministres, alors 2 ministres notamment, et puis un certain nombre de chefs de partis politiques, de droite essentiellement, ont demandé la tête de Rima Hassan. Alors, ils étaient à 2 doigts de l'envoyer à Cayenne, hein, mais vraiment, alors qu'elle n'a fait que dire le droit international. Eh bien, il va y avoir un point d'orgue, ça va être avec notre amie Apolline de Malherbe, qui va sembler face à Bruno Retailleau, qui pour le coup fait preuve d'un peu de retenue, puisqu'on ne peut pas déchoir, parce que c'est le grand truc de savoir s'il faut ou pas la déchoir de sa nationalité. Sauf qu'elle est française, elle est uniquement française, et que le droit empêche évidemment de créer des apatrides et de retirer à une personne qui n'a qu'une nationalité la nationalité française. Ça ne se fait pas, c'est comme ça, c'est le droit et c'est tant mieux. Mais Apolline de Malherbe va presque le regretter et va essayer de demander comme ça, vous allez voir, elle va pousser Bruno Retailleau, mais vous le regrettez quand même, vous aimez Europe, vous souhaiteriez que le droit change pour qu'on puisse lui retirer sa nationalité française. Regardez, c'est assez magnifique parce que si vous ne connaissiez pas Apolline de Malherbe, vous auriez l'impression d'avoir une chef de parti politique en face de vous. Dernière question, monsieur le ministre de l'Intérieur. Rima Hassan, députée européenne LFI, a affirmé, je cite, que le Hamas avait une action légitime du point de vue du droit international. Vous avez dit avoir signalé ces propos à la procureure de la République de Paris parce qu'ils relèvent, selon vous, de l'apologie du terrorisme. 1. Savez-vous si la procureure a donné suite? 2. Estimez-vous que cela puisse conduire à une procédure de déchéance de nationalité? 1, je n'ai pas eu de nouvelles pour l'instant de l'autorité judiciaire. 2, je peux vous indiquer un scoop, une information que le préfet de police de Marseille a fait aussi un signalement sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale de la même Rima Hassan qui, dans un tweet, je crois, a livré à la vindicte une adresse d'une entreprise qui travaille sur des munitions pour Israël. Et 3, puisqu'elle n'a que la nationalité française, il ne serait pas possible, dans notre droit, de la déchoir de la nationalité parce que en France, on ne peut pas créer de situation d'apatride. Et ça, vous le regrettez? Précisément. Très précisément. Vous le regrettez ou au contraire, vous respectez cette idée et vous estimez que c'est l'honneur de la France de ne pas créer d'apatride? C'est pas de le regretter ou non, c'est le droit qui passe. Oui, mais je sais bien qu'il y a des moments où vous dites que le droit, on peut le changer. Simplement, moi, ce que je souhaite, mais ça dépend désormais de l'autorité judiciaire, vous ne pouvez pas, dans une même émission, légitimer le terrorisme et en même temps utiliser ce mot de terrorisme. Ça s'appelle apologie du terrorisme. Ah oui, mais en fait, justement, Mourad, c'est cet effet d'emballement entre l'intervieweur et l'interviewé qui crée souvent le cocktail médiatique qui lui-même nous amène à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une conjonction comme ça de points de vue, une sorte de cohérence entre les propos de la journaliste et les propos du politique, ben ça renforce d'une certaine manière le politique. Oui, bien sûr, mais si on reprend à la base, d'abord, il faut aller voir évidemment l'entièreté de l'entretien, enfin de l'entretien, de l'interview de Rima Hassan par Jean-Jacques Bourdin. D'une part, pour se faire sa propre idée, mais que des politiques ne prennent pas cette simple précaution, ça en dit long et ça donne vraiment l'impression qu'ils vont réellement sauter sur l'occasion pour se payer, parce que c'est un peu le cas, se payer Rima Hassan. Mais quand on prend à la base, cette interview est d'une, je trouve, violence assez remarquable. C'est-à-dire qu'il va la couper en permanence. Bourdin, je parle. Il va l'empêcher de développer une idée un peu simple sur 1, voire 2 minutes. Il va falloir des tout petites phrases, des phrases courtes qu'on va ensuite découper, qu'on va rebalancer sur les réseaux sociaux et qu'on va réexploiter. C'est-à-dire que derrière RMC notamment, mais Sud Radio a refait des émissions sur sa propre émission. Enfin, c'est un truc auto-alimenté que je trouve excessivement malsain. Et on est très très loin du fait journalistique. On est très très loin de l'information. On est sur du showbiz. Et je prendrais à contre-courant, par exemple, enfin comme contre-exemple, pardon, je prendrais l'ancienne émission de Frédéric Tadei, où les gens avaient largement le temps de développer une idée. Je pense à la fameuse émission. Oui, Ce soir ou jamais, où je me rappelle que des Éric Fassin ou des Rokhaya Diallo avaient largement le temps, ou des Ouria Boutelja avaient largement le temps de développer une idée. C'était pas... Et Frédéric Tadei, quoi qu'on pense de lui, et de la suite des événements le concernant, mais je veux dire, cette émission-là était, je trouve, assez remarquable pour ça, un peu comme à une époque le cercle de minuit, parce que les gens pouvaient s'exprimer sur la durée et faire parler une certaine forme d'intelligence qui, ici, est totalement absente, en tout cas du côté de Bourdin. Et on passe au coup de cœur, Mourad. Oui.
Alors, c'est le moment des coups de cœur, Mourad. Oui, alors ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, à cause d'un timing un peu lourd et puis d'une actualité très très lourde. Et donc, j'avais de côté un livre qui s'appelle L'Odyssée, journal d'un exil birman. C'est signé Kyar Pok, j'espère que je prononce correctement. Et j'aime bien ces entre guillemets, petites histoires qui rejoignent la grande histoire. Et là, évidemment, on se retrouve en février 2021, donc... le Myanmar bascule dans la dictature. Vous vous rappelez, il y a cette fameuse scène assez improbable où il y avait, je me rappelle, une femme qui était une sorte de coach de sportive qui se retrouve sur un espèce de temple, je crois, où elle se filme pour YouTube, pour sa chaîne YouTube, donc en train de faire des exercices. Et puis on voit derrière elle, on voit, alors elle ne les voit pas, on voit comme ça des 4x4 noirs qui filent vers le palais présidentiel, évidemment, c'était ce fameux putsch. Et donc il va raconter le rôle que lui a joué, lui qui est une superstar, qui fait partie de la scène artistique birmane. Il va raconter le poids qu'il a joué avant évidemment de quitter son pays et de continuer depuis Paris notamment à se battre pour son pays. Voilà. Alors je suis pas excessivement fan de Aung San Suu Kyi parce qu'elle a commis, je pense, des erreurs politiques assez profondes, notamment vis-à-vis de certaines minorités, mais l'histoire ainsi racontée me semble valoir le coup. Et puis c'est vrai que c'est des pays dont on parle absolument jamais. La Birmanie, sauf en cas effectivement de putsch, mais depuis 2021, je ne crois pas en avoir spécialement entendu parler. Ça s'appelle L'Odyssée, journal d'un exil birman. C'est signé Kyar Pok et c'est chez SKT. Alors l'autre chose, j'en parle très rarement, mais je voudrais vous recommander une fiction de France Télévisions. Alors j'ai toujours des problèmes avec les fictions de France Télévisions. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on ne savait pas faire à ce point-là, c'est quasiment militant, les séries policières. Par rapport aux États-Unis, par exemple. J'ai jamais, ou même pas, les États-Unis, l'Angleterre, les pays nordiques qui sont excellents dans les fictions de type policier. Nous, on est, mais alors à pleurer avec nos trucs, parce j'ai l'impression qu'on les singe, on essaye de les plagier et on n'y arrive pas. Donc ça fait vraiment du mystère. Ça fait comment ça s'appelle ces marques-là, tu sais, du Temu. Ça fait un sous-produit. Alors que là, le film policier de chez Wish. Oui, c'est ça, de chez Wish, merci. Alors que là, je suis tombé sur un feuilleton, quelque chose en 2 épisodes, une fiction en 2 épisodes qui s'appelle Frotter, Frotter, ER. Vous allez retrouver ça assez facilement sur les réseaux sociaux, hein, ça se trouve sur les plateformes, et ça raconte la réaction, la grève lancée par des femmes de ménage. Donc évidemment, j'ai forcément pensé à l'aventure de Rachel Keke, l'ancienne députée, qui vont se lancer dans une grève. Alors c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Je vous dis pas la suite, je vous dis pas la fin, bien évidemment, mais c'est excellemment bien joué. Je sais même pas si d'ailleurs il n'y a pas parmi ces actrices des femmes de ménage pour le coup, mais c'est extrêmement bien joué. C'est pas, on tombe pas dans le pathos. Bref, c'est de la bonne fiction de télévision comme on l'aime. Et je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur cette fiction, donc Frotter. Je crois que c'était sur France 2, si je ne m'abuse. Enfin, on le retrouve sur la plateforme, en tout cas, de France Télévisions. Une dernière chose. Alors, le Moumou Tower continue. Je continue à vous rencontrer, toujours avec un immense plaisir. Et là, je vais être reçu à Tarare. Ça se trouve dans le Rhône. C'est pas loin de Lyon. Ce sera ce dimanche 9. Donc, si vous êtes par là, évidemment, vous êtes les bienvenus. Dimanche 9 mars 2025. Absolument. À partir de 14h, on va parler du naufrage médiatique français. On va projeter Média de la haine avec un S à Média, de nos amis que nous avions d'ailleurs en partie reçu ici, Emma Fezo et Gauthier Meignier de Off Investigation. C'est donc en partenariat avec Attaque notamment, et j'interviendrai à l'issue de cette projection et je répondrai évidemment à vos questions. Et il y a une deuxième partie, alors c'est toujours en cinéma et société, ça s'appelle En finir avec le patriarcat, We Are Coming, et ce sera un débat avec les associations plurielles, donc c'est sur le féminisme bien évidemment. Et Nio Phare, c'est à partir de 17h30, et tout ça, ça se passe au cinéma Jacques Perrin. C'est marrant que Jacques Perrin ait un cinéma à son nom. C'est bien, je trouve. Donc c'est à Tarare, dans le 69. Vous y êtes évidemment les bienvenus, et je vous laisse regarder l'invitation que l'on vient de projeter. Alors, maintenant, on passe aux remerciements. À tes kilomètres de remerciements, Mourad. Kilomètres comme t'y vas, Théo, n'exagère pas. C'est toujours très, très, très concis. Alors, mes remerciements cette semaine vont à Otaku
OTAKU sur les réseaux sociaux, à Sébastien. Alors c'est lui qui a trouvé le terme Bololand. Moi je trouve ça bien parce que moi je trouvais toujours des trucs de Bolloré-land, machin, c'était pas très beau. Et lui a proposé Bololand. Et ben écoute mon cher Sébastien, c'est adopté. Monsieur Berger, qui est professeur d'art plastique à Olivet, je précise que mon fils a de très bonnes notes en art plastique. Donc c'est pas du tout intentionné, c'est vraiment parce qu'il nous regarde et je le salue. Benoît de Wascal, qui est conseiller régional des Hauts-de-France. Et accessoirement conseiller municipal, donc à Wascal. Fatimata du Cambodge, comme son prénom ne l'indique pas forcément. Daniel de Fort-de-France, c'est marrant, hein, parce qu'en fait, c'est la semaine dernière, j'avais parlé du Tour de France, de l'œil de Moumou, du Tour du Monde, de l'œil de Moumou, et en fait, d'autres gens se sont signalés pour dire qu'ils étaient là-bas. Donc, Daniel de Fort-de-France, Monsieur Gabzer, qui est un Belge du Japon, qui est également sur les réseaux sociaux. Et je renouvelle vraiment mon soutien le plus total à Alexis Lévrier, donc l'historien de la presse et des médias dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je voudrais également finir par saluer Kamel, qui est juste derrière moi, que je vais inviter à s'avancer s'il le souhaite. J'avais parlé de savoir si tu avais ou pas des jumeaux ou des jumelles qui sont donc la même année, le même jour que toi. Eh bien, j'en avais 3, c'était 3 femmes, dont Anne-France, et Kamel s'est déclaré puisque tu es né le 7 février 70. Où ça? Et ben voilà, donc j'ai un nouveau jumeau et que je salue et que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment, Kamel. Aux gens qui nous regardent, merci. Merci. Et puis sur ces retrouvailles des 2 jumeaux, Mourad et Kamel, nous mettons fin à cette émission, à cet œil de Moumou. Merci de l'avoir regardé sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment, comme vous. Alors si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien. Donnez-nous de la force et donnez-vous de la force également. Restez connectés aux médias.